Je m'appelle Georges Domergue. En 1987, j'ai 30 ans. Je suis un jeune juge d'instruction lorsque m'est confiée l'affaire de la petite martyre de l'autoroute A10. J'ai eu déjà à connaître plusieurs affaires lourdes et graves, mais cette enquête m'a fait découvrir les frontières du mal. C'est une affaire qui n'a pas d'équivalent. C'est un mystère qui a duré 31 ans. Et qui n'a cessé de me hanter. Il y a cette situation insupportable d'avoir une petite fille qui n'a pas d'identité et qui est déposée sur le bord d'une autoroute, comme on laisserait un sac. Mais cet enfant a une sorte de nouvelle famille, c'est la famille de ceux qui veulent savoir qui elle est et ce qui s'est passé. À tout prix. Le corps d'une fillette battue à mort a été découvert sur le bord de l'autoroute A10. Nous n'avions strictement aucun indice, rien, pour démarrer une enquête. À l'époque, c'est le degré zéro de la police scientifique. Après 10 ans d'enquête infructueuse, le dossier est refermé aujourd'hui sans qu'on ait même pu mettre un nom sur la victime. Pour les habitants, c'était la petite du village. Tout le monde l'a adoptée. Ce soir, nous vous demandons donc votre aide. L'incroyable dénouement d'une des affaires criminelles les plus énigmatiques de ces 30 dernières années. Jacques Chirac s'est montré optimiste sur la croissance économique et la baisse du chômage. Beau temps modérément chaud cet après-midi. 3 millions, donc 3 millions sur les routes, se dirigeront vers les plages en France ou à l'étranger. Sur l'autoroute A10, la circulation est ralentie sur 2 km. On est le 11 août 1987, c'est les grands départs du 15 août, et il y a une circulation énorme. Il y a une migration des vacanciers de la région parisienne, du nord de la France et du nord de l'Europe qui passent par l'autoroute A10. Ce jour-là, je suis de patrouille avec un gendarme auxiliaire. C'est une patrouille tout à fait de routine. La patrouille se terminait. On s'engage sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Et c'est à ce moment-là, j'ai vu 2 agents de la société Cofiroute qui nous ont fait un signe comme ceci. Pour nous faire voir que quelque chose se passait devant nous. On s'est arrêté. On a aperçu d'un seul coup une couverture le long des glissières. Et cette couverture, elle est tachetée de sang. Et en soulevant la couverture, j'ai vraiment découvert l'horreur. On découvre là le corps d'une petite fille qui a 2 ou 3 ans. Et elle est pleine d'ecchymoses. De voir une enfant, ça n'était jamais arrivé. Ça m'a choqué au fond de mon cœur parce que, je vous dis, il m'est revenu tout de suite en mémoire, j'ai vu l'image de mon fils. À l'époque, j'avais un garçon qui avait 2 ans. Je me disais, mais bon sang, comment on peut faire du mal à un enfant comme ça, à l'innocence même? Et c'est ici que j'ai découvert le corps d'une fillette enveloppée dans une couverture, et une fillette décédée du quelques jours. La tête en bas, légèrement posée légèrement dans le fossé, ça, la tête en bas, et bien enveloppée dans une couverture. Vous voyez, l'enfant était posé délicatement.
Je me souviens que le 11 août 1987, il fait chaud. Et puis, je suis à mon bureau de permanence. Quand le capitaine de la brigade motorisée m'appelle pour m'annoncer que ces hommes ont trouvé le cadavre d'une petite fille. Moi, j'arrive vers 17h. Donc, c'est tout frais. Étant prévenu, je sais ce que je vais trouver. Je ne suis pas vraiment étonné, sauf quand je m'approche et je vois ces morsures sur les joues. Je vous avoue que j'ai l'habitude des cadavres, mais ce petit cadavre, ainsi marqué, m'a profondément touché. Et j'ai donné l'ordre qu'on rapatrie sur Blois le corps et les habits à la morgue. L'autopsie d'un enfant, c'est toujours terrible. Et là, on ne sait pas qui est cette petite fille, son identité, même son âge. C'est une fourchette entre 3 ans et 5 ans. À l'autopsie, on voit qu'elle a un faciès assez typique vers le Maghreb ou la communauté gitane. Le picor, c'était une plaie. Des morsures partout. Les gendarmes sont à côté, ils disent rien. Mais je vois la tête. Hein. Je vois la tête qu'ils font. Hein. Et ils sont ébranlés. Hein. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Ça pouvait pas être autrement parce que, je vous dis, le fait que ce soit une enfant, c'était épouvantable. Épouvantable. On s'est regardés et puis on s'est jurés tous. On s'est jurés de trouver celui qui a fait ça. En août 87, je commande la section de recherche d'Orléans. Et au départ, pour moi, c'est une enquête tout à fait classique. Il s'agit d'une découverte de cadavre. Bon, c'est vrai que ça concerne une fillette, ce qui est quand même... c'est pas banal, bien sûr. Mais lorsque je vois cette petite fille, je me dis, quand elle va être identifiée, on aura les auteurs. Ça, c'est dans ma tête. Sans imaginer que ça va durer 30 ans. À l'époque, on n'a pas encore de possibilité d'ADN ou quoi que ce soit. Donc on travaille vraiment... on travaille sur le renseignement pur, tout simplement. Et en fin d'après-midi du 11 août, le jour de la découverte de cadavres, on va commencer à faire du porte-à-porte dans les villages environnants. Alors, il faut le savoir, l'endroit où le cadavre a été découvert. Il appartient à la commune de Suèvre. Suèvre, en 1987, c'est un petit village rural avec à peu près 1300 habitants, de nombreux paysans. Et j'apprends par monsieur le maire de l'époque qu'il y a eu un drame sur l'autoroute qui allait certainement bouleverser la commune. Les gendarmes de Blois n'excluent pour l'instant aucune hypothèse. Aucune disparition en tout cas n'a été signalée dans la région et les gendarmes tentent de mettre un nom sur le petit corps. Tu demandes bien Chagonne. À l'époque, vraiment, le village était en émoi. Hein. Il faut dire, ça a surpris tout le monde. Et puis,
Parce que ça tombe comme la foudre. C'est des incidents comme ça, c'est assez rare dans les petits villages comme nous, quoi. Voilà. Non, puis je crois que les gens étaient très choqués parce qu'il s'agissait surtout d'une petite fille en bas âge, enveloppée dans une couverture, morte. Personne ne peut rester insensible devant ça. Et je crois que les gens ont été extrêmement choqués. Il y a eu même les gendarmes qui ont interrogé des gens du village et on n'a rien trouvé, quoi. Et après, les médias nationaux ont tout de suite relayé cette affaire-là. Le corps d'une fillette de 3 ou 4 ans, battue à mort, a été découvert sur le bord de l'autoroute A10. Pour l'instant, ni témoignage, ni indice permettant de découvrir les meurtriers. La petite fille âgée de 3-4 ans, selon certaines informations, aurait été assassinée dans la journée d'hier. Elle portait des traces de morsures paraissant humaines, ainsi que des marques de coups, et avait plusieurs côtes fracturées. Il faut comprendre qu'à cette époque, la France est encore traumatisée par des affaires de meurtre d'enfants. En juin 1987, la petite Sabine, âgée de 9 ans, est retrouvée morte, assassinée et violée le lendemain de sa disparition. Cette disparition et cette fin tragique viennent après la disparition de 2 autres petites filles en région parisienne. Virginie, 10 ans, de Neuilly-sur-Marne depuis le 9 mai, et Perrine, 7 ans, aux environs de Bouleurs, c'est un village en Seine-et-Marne. Aujourd'hui, pour les parents, une seule préoccupation, protéger les enfants. Comme j'habite dans la rue, des fois je les laisse aller tout seuls au boulanger. Mais enfin maintenant, il faut faire attention, je crois que je ne vais plus les laisser aller quand même. En tout, 3 enfants ont été enlevés dans la région. C'est dans ce contexte très lourd d'affaires criminelles que commence l'enquête. Bonjour, bonjour. Adrien Chefora, section recherche Orléans, hier à sa fille. Le lendemain de la découverte du corps de la fillette, le procureur de Blois décide de lancer un appel à témoins. Nous sommes 2 journalistes à tour de rôle à intervenir sur ce dossier. On comprend la stratégie. L'identification de la fillette est la priorité numéro 1. Et si des automobilistes ont vu quelque chose, il est important d'aller très vite avant que leur mémoire ne soit altérée. Je prends la décision de diffuser un croquis du visage de cette petite fille et non pas une photo, parce que pour la photo, il y a les morsures, c'est choquant, c'est vraiment choquant. Et j'ai fait diffuser ça dans toute la France. On part du principe que c'est quand même une petite fille qui est en l'âge préscolaire. C'est pas possible qu'une assistante sociale, qu'une institutrice ou qu'un instituteur, que quelqu'un ne sache pas qui elle est. Il y a même un numéro dédié, un numéro de téléphone dédié qui est mis en place. On essaie de ratisser large, comme on dit, hein, pour essayer d'avoir peut-être le petit renseignement qui va nous donner un début de piste. Et là, rien du tout. On n'a absolument rien. Le dessin de l'enfant, n'ayant pas porté ses fruits, on se rabat sur une photo. Voilà le dossier photographique de cet enfant. Alors vous avez là 3 regards différents. Il peut y en avoir beaucoup d'autres encore. Et dès le mois de septembre, à partir de la photo, les gendarmes vont s'intéresser à la rentrée, non pas fait cette rentrée scolaire. C'est la petite fille qu'on a retrouvée à Blois, je pense, non? C'est ça, oui. On a présenté cette photo pour savoir si vous connaissez peut-être Dr. Milino. Le monsieur demande si tu connais cette petite fille, que ça te dit quelque chose. Non. Il n'a jamais vu? Non. Il y a 19 000 écoles maternelles en France. Toutes ces écoles vont être alertées. C'est énorme. Et c'est des trucs qu'on n'a jamais vus dans une enquête.
Quand on parle de travail de fourmi, c'est ça. Et c'est usant, le travail de fourmi. Dès lors commence le travail de fourmi des gendarmes. 6 000 médecins interrogés, 66 000 écoles visitées. Le moindre indice traité par l'ordinateur. L'affaire de l'autoroute A10, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tous les gendarmes, toutes les brigades de gendarmerie du territoire national ainsi que les commissariats de police disposent de la photo de la fillette que nous avons découverte en bordure de l'autoroute A10 et peuvent ainsi contacter le plus grand nombre possible de personnes. D'autres gendarmes vont s'intéresser aux péages, aux personnes qui ont pris l'autoroute. Et la difficulté, c'est qu'à l'époque, il y a très peu de gens qui payent en carte bleue. Donc beaucoup de gens payent en liquide et ça ne permet pas forcément de remonter jusqu'aux personnes qui ont emprunté la 10. À l'époque, on n'a rien, on n'a pas tous les instruments actuels, pas de caméras d'autoroute, de sécurité, tout ça. Et alors, un mois plus tard, sur les informations qui nous permettraient d'avoir même un début de piste, on n'a absolument rien. Mais rien. Et on se pose des questions. On se demande, en tant qu'enquêteur, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait éventuellement? Et on ne trouve pas. On sait quasiment rien. Mais quand même, l'absence de plainte, de signalement de disparition, etc., me conduit à penser que l'auteur de ces atrocités, c'est quelqu'un de sa famille, et pas étranger. Mais c'est tout ce qu'on... Voilà, c'est tout. On sait rien d'autre, hein. Triste cérémonie ce matin au cimetière de Suèvre dans le Loir-et-Cher. C'est là qu'a été inhumée la fillette de 3 ou 4 ans, retrouvée morte le 11 août dernier en bordure de l'autoroute A10. À l'heure de la souffrance, l'émotion est évidemment palpable. de la crainte, Il y a des gerbes de fleurs qui sont là. Il y a celles du comité communal d'action sociale, mais aussi des gerbes de fleurs qui ont été commandées par des anonymes. La petite fille a été inhumée à Suèvre parce que c'est la commune sur laquelle le corps a été découvert. Et on se retrouve avec une tombe anonyme, et ça, c'est pas évident. En revanche, la population a été... Il y a beaucoup de monde qui est venu. Hein. Ils sont venus, ils sont vraiment... on sent qu'il y a eu une émotion dans le village, même, qui était importante au sein de la population. D'avoir cette petite fille-là, ça nous a mis tellement d'émotions que tout le monde a plus ou moins, juste titre, lui a apporté toutes ses attentions, quoi. Une personne qui n'a pas de nom, on ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas d'où elle vient, qu'on enterre. La réaction des gens, quelque part, c'est de dire, eh bien, cette petite, elle n'a pas de nom, mais nous, personne de Suèvre, il faut que nous nous en occupions. Je trouve ça quand même très beau. Cette petite fille dont on ne connaissait pas la famille, qui était là vraiment sans rien, se faire adopter par tout un village, je pense que c'est très beau. C'est curieux comme réaction de la part des gens de Suèvre. Ils se sont attachés à un bébé qu'ils n'ont jamais eu dans leurs bras. Hein. Le jour de l'inhumation, on s'est dit peut-être que si c'est quelqu'un du coin, il est possible qu'il puisse venir à l'inhumation. L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime. Hein. Puis, comme on n'avait rien, il fallait tout tenter. Donc on va mettre en place un service autour du cimetière pour voir quelles sont les personnes qui vont venir. Évidemment, on fait des photos chaque fois qu'il y a une personne et on essaie d'identifier la personne. C'est systématique. Et ça donne rien, bien sûr. Ça peut rien donner, d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Quand on est dans le flou comme je l'étais, je voyais pas pourquoi j'allais l'interdire. Hein.
Quand je reçois ce dossier au mois de novembre 1987, je prends ce dossier en ayant conscience de son importance. Et puis, il faut faire le point de l'enquête. Quelles sont les portes qui ont été ouvertes et refermées? Quelles sont celles qui doivent être encore explorées? Essayer de trouver un mécanisme scientifique qui permette d'aboutir à l'identification la plus rapide possible de cet enfant. La science est toujours un allié de l'enquêteur. La difficulté qu'il y a, c'est qu'en 1987, le service public a atteint le degré zéro de la police scientifique. Les laboratoires publics sont dans l'incapacité de répondre aux demandes d'expertise et c'est vers le privé que la magistrature se tourne. Et donc, il y a une initiative qui a été prise, assez originale, par le parquet, qui a consisté à saisir le carme de Loïc Leribaud. Nom, Loïc Leribaud. Âge, 40 ans. Profession, Sherlock Holmes, du microscope. La vie en général est une grande aventure. La vie de Loïc Leribaud est surtout une grande enquête. Licencié en lettres, titulaire d'une maîtrise de géographie et d'un doctorat d'État en géologie, Loïc Leribaud est un chercheur très, très particulier. La passion, c'est d'essayer de faire parler les objets, d'essayer de leur faire retracer leur histoire, les événements qu'ils ont connus, les épreuves qu'ils ont pu subir. C'est de la recherche. Mais Loïc Leribaud, je ne le connaissais pas. C'est lui qui m'a contacté pour me dire, voilà, je suis à Bordeaux, je suis le directeur du CARM. Le CARM, le Centre d'application et de recherche en microscopie électronique. On s'occupe ici essentiellement d'analyse. Tout objet révèle son secret. C'est un échantillon de sable, un morceau de tapisserie, une pièce de monnaie. Les employés du CARM sont des ingénieurs très hautement qualifiés. C'est en analysant l'infiniment petit qu'ils ont pu confondre des centaines de suspects depuis 3 ans. Loïc Leribaud vient me voir à Blois et il me montre un tas de petits flacons, des tampons, un certain nombre de matériel. Et il m'annonce que lui, il a les moyens de faire avancer l'enquête par les grains de sable trouvés dans les vêtements que j'avais fait mettre sous scellés aussi. Drôle de parcours que celui de cet homme. Fanatique du microscope depuis l'enfance, il invente à l'âge de 20 ans l'exoscopie des quartz. Comprenez l'étude du grain de sable. J'ai eu la chance en 1969-70 de découvrir, je dirais, la clé qui permet de lire l'histoire géologique des grains de sable grâce à l'utilisation des microscopes électroniques. Et à partir de ce déchiffrage, il est possible sur un grain de sable, quel qu'il soit, d'indiquer l'endroit d'où il vient, quelle a été son histoire. Ici, par exemple, vous avez si je me replace dans les années 87, c'est pour moi un scientifique qui a du matériel dont on ne dispose pas, même dans le laboratoire de la police. Et donc déterminer l'origine géographique de la petite fille découverte sur l'autoroute A10 par ces moyens, c'était vraiment une opportunité. 1000 fois, un grain caractéristique de l'endroit où a séjourné la petite fille. Et puis la gendarmerie nous a donné un hélicoptère. Et avec Leribaud, on fait le tour de la région. Et chaque fois que Leribaud le disait, tiens, là, c'est peut-être intéressant, on atterrissait pour permettre à Leribaud de prendre des échantillons pour les comparer. Et d'après les résultats que nous donne le CARM, à l'époque, il nous dit la petite fille a vécu dans la région. Sur le moment, on prend ça quand même qu'avec beaucoup d'espoir en se disant que peut-être on va effectivement trouver quelque chose. Chose extraordinaire, il détermine que ce qu'on a trouvé dans la poche de l'enfant vient d'une zone autour de la petite ville de Marchenoir, au nord de Blois. On détermine ainsi un périmètre relativement restreint, enfin de quelques dizaines de kilomètres.
Et les investigations vont prendre énormément d'énergie et de temps aux enquêteurs. Ils vont devoir parcourir 21 communes, rencontrer 4000 personnes. Et où est les mamans? Et ils demandent à voir chacun des enfants. Tu vas à l'école? Et si un enfant est manquant, ils vont faire la vérification là où se trouve l'enfant. Elle y va quand, comment? Et quand est-ce que vous pensez que vous allez aboutir? Et écoutez, avec cette collaboration totale et franche de tous ces services, j'ai bon espoir d'aboutir rapidement. Et puis ça n'a rien donné. La suite va montrer qu'on a certainement confondu le rêve et la réalité. Ce n'était pas une piste sérieuse. Les analyses qui sortent du Carme par M. Louis Gloribeau ont certainement conduit les enquêteurs à se focaliser sur la région. Un rapport qui fait état d'étroites similitudes entre l'échantillon observé et une zone régionale proche de la découverte du corps, dans l'esprit des enquêteurs comme des magistrats, étroites similitudes, si c'est similaire, c'est pareil. Si c'est pareil, ça ne peut venir que de là. Et si c'est là, nous avons la zone géographique, alors que nous sommes dans un sable qui est assez commun, que l'on trouve dans X endroits en France, en métropole, voire en Europe. Et c'est pas parce qu'il y en a dans la région que ça vient de la région. Donc on oriente faussement vers un endroit qui n'était pas le bon. J'ai le sentiment d'avoir fait tout ce que je pouvais. À l'époque, c'était le début de la recherche scientifique. Par conséquent, on partait dans le vide. J'ai fait avec les moyens que j'avais sur le moment. Et puis le 25 novembre, j'ouvre une information, ce qui signifie que je me dessaisis de l'affaire au profit d'un juge d'instruction. Cette affaire m'a frappé parce que c'était une petite fille, qu'elle avait été torturée, que j'admets pas ça, et puis qu'on avait du mal à avancer. Et bon, c'est pas satisfaisant, quelque part. Et bon. En mars 88, il y a un rebondissement qui va interpeller les gendarmes. C'est la découverte du corps d'une femme d'une trentaine d'années qui a été abandonnée sur une aire d'autoroute de l'A71. On ne trouve pas tous les jours des corps sur le bord de l'autoroute. Le rapprochement est nécessairement fait avec la petite martyre de l'autoroute A10. Et surtout, le corps de cette femme est enroulé dans une couverture bleue. C'est une similitude incroyable. Les enquêteurs pensent tenir enfin un début de piste qui peut élucider l'affaire de la fillette de l'A10.